Bonjour à tous. Je suis Marc Thiollier, je suis directeur Advancement et Alumni Relations à Lyon Business School et je ne dirais pas surtout, mais je suis quand même diplômé de Lyon Business School en 1987. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce premier webinaire de restitution de notre grande consultation sur les métiers de demain et à laquelle vous avez été nombreux à répondre au printemps dernier. J'en profite évidemment pour remercier tous ceux qui ont pu participer à cette consultation, donc pour cette contribution absolument essentielle. Donc, merci, merci tout particulièrement à ceux qui sont connectés aujourd'hui parce que du coup, ils ont amené leur contribution et ils sont motivés par la restitution. Donc, merci à vous d'être présents. Autour de cette table ronde virtuelle, on a invité plusieurs experts des questions de prospective, dont le regard sur cette étude va être intéressant. Je vais les citer rapidement et puis je les laisserai se présenter un peu plus en détail. Donc, Katie Stewart, qui est autrice et animatrice d'ateliers d'écriture. Franck Escoubès, cofondateur et président de Blue Nov. Blue Nov, c'est notre partenaire sur cette consultation. Thomas Gauthier, professeur à l'Union Business School, responsable pédagogique du cours Futur durable. Et puis Mathieu Baudin, historien, prospectiviste et surtout directeur de l'Institut du futur souhaitable. Je vous laisse vous présenter peut-être Ladies First. Katie, je vous laisse vous présenter un tout petit peu plus en détail. Oui, je vais ajouter que je suis présidente de l'association Réseau Université de la Pluralité qui anime des ateliers, notamment une série d'ateliers qui s'appelle L'entreprise qui vient, qui me semble avoir des liens assez forts avec ce qu'on va se dire et ce qu'on va se partager ce soir. Et puis, à côté de ça, donc, je suis écrivaine de science-fiction, psychologue clinicienne et doctorante en psychologie. Merci. Je ne sais pas, Mathieu. Mathieu est en mute. Mathieu, on ne vous entend pas. Je disais que ça permettait de tester mon micro, donc c'est une parfaite accroche pour que tout roule en harmonie. Très content d'être là, puis très content de voir et de partager avec vous une partie de ce que demain pourrait receler, qui est la question filigrane de ce soir. Absolument. Franck. Oui, bonjour à toutes et à tous. Franck Escoubès, donc je suis cofondateur de la société Blue Nov. On est une société spécialisée en intelligence collective massive, c'est-à-dire qu'on mobilise de très grandes communautés de personnes pour réfléchir à des sujets de société, à des sujets relatifs aux politiques publiques, et à des stratégies d'entreprise, à des feuilles de route pour des écoles ou des universités également. Et puis par ailleurs, je suis auteur de quelques romans et d'un essai sur la démocratie qui s'intitule « La démocratie autrement » et qui a été coécrit avec Gilles Proriol sur la base de notre expérience du grand débat national, puisqu'on a pu analyser les résultats du grand débat national. Voilà. Super. Et pour finir ce tour de table, Thomas. Bonsoir à toutes et tous, Thomas Gauthier, je suis enseignant-chercheur à EM Lyon. J'anime le dispositif pédagogique des futurs durables qui démarre justement demain à Écully avec toutes et tous les étudiants de première année du programme Grande École, soit environ 1400 étudiants qui vont plancher les uns et les autres sur des cas d'entreprises réelles qui nous sont proposés par une trentaine d'organisations apprenantes partenaires avec comme objectif individuel et collectif, d'explorer les futurs pour en retirer des regards neufs sur le présent. Et je rajouterai que je produis un podcast qui inaugure sa deuxième saison la semaine prochaine, un podcast qui s'intitule Remarquable avec un S. Super. Merci Thomas. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est avant d'initier cette discussion, c'est de céder la parole à Franck, qui est le maître d'œuvre de cette grande consultation, comme vous l'avez compris, pour qu'il nous fasse part des conclusions tirées de vos plus de 12 000 contributions quand même. Donc, il va nous en parler. Franck, je te laisse la parole. Oui, merci Marc.
Je vais prendre probablement une vingtaine de minutes. Je vais essayer de ne pas être trop long pour vous partager les premiers retours de cette consultation, ce qui n'est pas forcément un exercice facile parce que comme c'est une consultation très qualitative, les mots ont leur importance et il faut donc se plonger dans les verbatims, hein, dans les véritables expressions qui ont été utilisées par les répondants et donc par vous-même pour retranscrire la richesse finalement hein, de vos réflexions sur les métiers de demain, sur les compétences, les savoir-faire, les savoir-être de demain. Donc, je vais tenter l'exercice, mais c'est un exercice d'abord et avant tout sémantique. Peut-être un tout petit mot de méthode pour débuter, en rappelant le fait que c'est une consultation qui a été quasi exclusivement constituée ou composée de questions ouvertes. Hein. Vous en avez fait l'expérience en tant que répondant, ce qui permet évidemment une expression plus riche, une expression libre, très qualitative, et ce qui nécessite de ce fait-là une analyse sémantique et lexicale. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui est le résultat d'algorithmes supervisés par l'humain, je vous rassure, mais d'algorithmes quand même qui font un exercice de clustering, c'est-à-dire qui regroupent les idées comparables, puisque vous avez répondu à des questions avec des mots et des expressions différentes, mais qui parfois voulaient dire la même chose. Et donc, on a regroupé, clusterisé les réponses comparables. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est un premier caveat hein, de ma part, c'est la raison pour laquelle les pourcentages que vous allez voir sont souvent des pourcentages très faibles. Il ne faut pas être étonné de cela, parce que comme les réponses que vous avez apportées n'étaient pas des réponses préidentifiées, prédéterminées de type questionnaire à choix multiples, il s'agissait de réponses spontanées. Et donc, les réponses spontanées, par définition, elles sont beaucoup plus variées, elles sont beaucoup plus multiples que si on avait concentré l'attention des répondants sur 2, 3, 4 options. Donc, vous allez observer des pourcentages qui sont en général beaucoup plus faibles que dans un questionnaire fermé. En gros, il est très rare d'avoir des réponses spontanées qui concentrent plus de 20% des répondants. Voilà pour l'aspect un peu méthode et technique. Je vais être très rapide sur la participation. 1014 participants, 13 000 réponses. C'était l'objectif qu'on s'était fixé, 1000 comme les sondeurs, hein, en se disant qu'au-delà à partir de 1000 répondants, on a une forme de représentativité. Et cette représentativité, même si elle n'était pas complètement travaillée au sens de la méthode des quotas, elle a été finalement un peu respectée, vous le voyez dans les chiffres. C'est-à-dire qu'on a en gros à peu près la même proportion de 22-34 ans et de 50-65 ans qui ont répondu, hein, respectivement 27%. Et puis on a un corps un peu majoritaire de 25-49 ans, 44% de répondants. C'est assez équilibré. Il y a peu de plus de 65 ans, mais c'est assez normal compte tenu du profil des alumni de l'EM Lyon. Et puis, vous le voyez dans la provenance géographique, alors on a un très fort tropisme sur la France. 80% de répondants sont basés en France ou travaillent en France. Mais là aussi, ce n'est pas complètement décorrélé de la structure des alumni, puisque, et Marc, tu me corrigeras, mais je crois que 75% des alumni sont basés en France, donc on est à 80%, il y a une petite distorsion vers le haut, mais c'est relativement marginal. C'est ça. Puis, les secteurs d'activité, on n'en trouvera pas dans le détail, mais ils sont assez représentatifs, disons, des tropismes métiers de l'EM, hein, avec en numéro 1 les services aux entreprises, conseil, audit, marketing, com, etc. Et puis les métiers de la finance et de l'assurance qui représentent le deuxième peloton de tête hein, des secteurs représentés. On est là encore assez représentatif de la répartition des secteurs. Et puis vous voyez à l'écran les autres secteurs qui s'étagent en dessous. Rentrons dans le vif du sujet. Pour mémoire, dans ce questionnaire ouvert,
on vous posait la question de cette mutation qui nous avait paru comme étant assez cardinale. Et il s'agissait de noter, c'était peut-être d'ailleurs la seule question fermée, ou en tout cas scorée, de noter son importance relative à vos yeux. Et vous avez là à l'écran les classements des mutations qui ont été plébiscitées en fait par les répondants. Alors, il y a un duo je vais un petit peu réduire l'écran. Il y a un duo mutation écologique et mutation numérique qui sont les attendus du peloton, hein, j'allais dire. Donc, on n'est pas très surpris par le fait que ce sont véritablement les mutations que vous avez jugées les plus déterminantes. Et on va y revenir, bien entendu. Mais il y a deux autres mutations qui sont intéressantes et qui constituent le deuxième duo. Ce sont les mutations du rapport au travail et la mutation des valeurs et de l'éthique, hein, qui apparaissent finalement respectivement en troisième et quatrième position. Et puis on a ensuite la mutation de la relation au temps, mutation de la gouvernance et du leadership, mutation de la relation au temps et mutation géographique. Alors la petite dernière, c'est la mutation géographique. Ça peut peut-être un petit peu nous surprendre dans un contexte où on a vécu la crise sanitaire et la question de la géographie est redevenue centrale. Dans le contexte de la crise ukrainienne, même chose, la question des alliances et des géographies critiques pour la France est devenue centrale également. C'est la dernière mutation dans l'ordre de préférence, ou en tout cas d'impact selon vous, mais en même temps, elle n'est pas complètement loin derrière, puisque vous voyez que les scores sont quand même très proches entre eux, en réalité. Si on s'intéresse principalement, je dirais, aux grands enseignements, ils sont au nombre de 6. Qu'est-ce qu'on retient finalement de ces mutations et des questions qui ont été posées sur les tendances, les métiers du futur, les savoir-faire et les savoir-être? Alors, le premier enseignement, je ne vais pas m'y attarder puisque c'est un petit peu, c'était mon commentaire quant au classement des meilleurs scores des mutations, donc avec les attendus de l'étape et puis la percée de la mutation du rapport au travail et les valeurs et l'éthique qui apparaissent vraiment dans le peloton de tête. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est ce qu'on peut considérer autour des métiers de 2035 comme une sorte de New Deal en matière de responsabilité de l'entreprise. Ce New Deal, il se manifeste d'abord par des métiers qui sont souvent des métiers neufs. Et la part des métiers neufs est assez spectaculaire dans le rendu final, et ce, de manière tout à fait transverse. Quand on dit métier neuf, c'est-à-dire des métiers dont la dénomination en tant que telle est originale et singulière et nouvelle, et ça, on y reviendra à la fin avec quelques pépites de labellisation de métiers, mais c'est aussi dans la manière dont on peut les regrouper en nouvelles familles ou en nouvelles catégories de métiers, et on a là des nouveaux sous-ensembles. Je peux vous en montrer peut-être presque au hasard sur la mutation de la gouvernance et du leadership. Ce que vous voyez à l'écran, à droite, ce sont les principaux métiers. Et vous voyez, et ce sont donc des familles de métiers, puisque les métiers en tant que label individuel ont été regroupés dans ces familles. Et bien, quand on regarde les principaux métiers qui ressortent, on a quand même des familles qui sont assez nouvelles malgré tout, en tout cas qui n'étaient pas tout à fait enseignées dans les écoles il y a une dizaine d'années. Les métiers de gestionnaire de communauté, le métier de manager 2.0, les métiers liés à la concertation et à l'intelligence collective, les métiers de l'organisation de la gouvernance, les métiers de l'inclusion et de la diversité, la gestion, le métier de gestionnaire de connaissances, les métiers de l'éthique, de la cybersécurité, du juridique, etc., etc. Donc, vous voyez que malgré tout, dans cette
géographie des métiers de demain, qui sont, dans l'exemple que je donne, des métiers liés à la gouvernance et au leadership, on a quand même des métiers dont finalement les responsabilités sont assez neuves. Là, je me suis concentré sur gouvernance et leadership, mais si on avait dû regarder les métiers de demain dans les autres mutations, on aurait sur l'écologie des métiers relatifs bien sûr au calcul et à la prise en compte de l'impact, les métiers relatifs à l'économie circulaire, encore ce sont des métiers relativement neufs. Sur le numérique, l'ensemble des métiers de la donnée, tout ce qui relève du numérique augmenté, hein, les NFT, les métaverses, la blockchain, bien sûr l'intelligence artificielle. Sur la question des valeurs, on aurait bien sûr les nouveaux métiers relatifs à la gestion de l'inclusion et de la diversité, tous les métiers relatifs aux donneurs de sens, les métiers qui ont été labellisés comme relevant des activités proches d'un philosophe d'entreprise, etc. Donc, vous voyez qu'on a dans ces finalement nouvelles tendances un certain nombre de nouvelles catégories qui sont intéressantes à noter et qui relèvent donc de cette nouvelle taxonomie, pour prendre un terme à la mode, en tout cas à la Commission européenne. On a par ailleurs, je reviens donc sur mon deuxième grand enseignement, sur ce New Deal des responsabilités. On l'a dit, des métiers émergents autour de l'inclusion, de l'impact environnemental, de l'éthique digitale, je les ai un petit peu mentionnés. On a malgré tout, et bien sûr, des métiers classiques, fort heureusement, qui sont en résistance, hein, autour de certaines grandes fonctions qui sont jugées essentielles, hein, et qui sont quasi atemporelles, avec tout particulièrement sur les métiers classiques un tiercé gagnant, si j'ose dire, autour des ressources humaines, de la gestion de projets complexes et du juridique. Ça, c'est très récurrent, ça revient en permanence dans toutes les mutations et de manière tout à fait transverse. Et on a donc voilà, des métiers qu'on peut considérer comme classiques, mais qui sont perçus comme tout à fait essentiels par les répondants. Et puis, un petit facteur d'étonnement avec une quasi-absence des métiers de la finance d'entreprise et de la finance de marché et des métiers de l'audit, si ce n'est les métiers relatifs aux audits extra-financiers, mais qui, bien sûr, recouvrent plutôt la responsabilité des entreprises en matière environnementale, sociale et sociétale. Donc voilà quelques premiers enseignements sur ce qu'on a appelé un New Deal des responsabilités. Troisième enseignement, des savoir-être et des savoir-faire qui sont finalement, si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur par rapport aux réponses, des savoir-être et des savoir-faire qui sont surtout liés au collectif, vers en quelque sorte un paradigme de l'autre. En effet, ce qu'on observe, c'est l'importance de nombreux savoir-faire transversaux. Et d'abord, le retour je dirais, j'allais dire en odeur de sainteté, en tout cas en premier lieu des capacités et des activités en matière de stratégie et de prospective. C'est vraiment le retour de l'art de la prédiction. On avait un peu perdu ces 2 dernières décennies, hein, le souci de faire de la projection et de la prospective. Et manifestement, dans vos réponses en tout cas, les activités relatives à la projection dans le temps long, ces activités-là redeviennent absolument centrales. D'ailleurs, on le voit à l'échelle nationale avec le retour de quelque chose qu'on avait un peu oublié, hein, le commissariat général au plan, avec ces notions là aussi qui étaient un tout petit peu oubliées de politique industrielle ou de stratégie industrielle à l'échelle du pays. On sent qu'il y a quelque chose autour de cela. Toujours dans les savoir-faire transversaux, la gestion de projets qualifiés de complexes et notamment de projets distribués
distribués géographiquement. Et vous le voyez, ça fait écho à la question des nouvelles géographies et de la nouvelle relation au territoire. Donc, la gestion de projets décentralisés, déterritorialisés apparaît comme un savoir-faire transversal. Et puis, les questions de formation, de communication et de pédagogie apparaissent comme étant vraiment des questions centrales. Donc ça, ce sont les savoir-faire transversaux. S'il y a des questions plus tard, on pourra retourner dans les chiffres et dans les histogrammes qui suivent, mais j'essaye de vous faire l'économie d'une indigestion de chiffres. Voilà en gros ce qu'il faut retenir. On a bien sûr des savoir-faire qui apparaissent et qui sont très spécifiques à des mutations plus techniques, hein, comme l'analyse de l'impact écologique avec des savoir-faire sur l'analyse du cycle de vie, des savoir-faire sur la mesure de la performance environnementale, etc. etc. Et bien sûr, tout ce qui relève de l'analyse de la donnée, hein, le big data, etc. Donc ça, ce sont des savoir-faire plus techniques, plus spécifiques à certaines mutations, mais qui, bien sûr, sont remontés dans les réponses. Et puis, pour conclure sur cet aspect paradigme de l'autre, des savoir-être qui font quand même essentiellement référence à la notion de collectif et de rapport à l'autre. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On est vraiment sur une révolution du collectif, avec des notions qui font référence à l'écoute, à l'empathie, au dialogue, dans une vision finalement qui se veut allocentrique de l'entreprise. Hein, la vision allocentrique, c'est la vision qui consiste à centrer son attention sur autrui et non pas sur soi-même. Et on a donc cette reconfiguration de la vision de l'entreprise avec une part prépondérante qui est associée, accordée au collectif et au rapport à l'autre. Quatrième enseignement de cette consultation, bien sûr, et ce ne sera pas étonnant, l'impact de la crise sanitaire. On a donc très clairement, dans ce qui ressort en matière de compétences, de métiers, de savoir-faire et de savoir-être, on a un avant et un après crise sanitaire, n'est-ce pas? Avec des conséquences qui apparaissent comme très durables, notamment sur le management du distanciel. Hein, ça n'étonnera personne, évidemment, mais c'est quand même un savoir-faire, et souvent d'ailleurs aussi un savoir-être, qui ne s'improvise pas nécessairement. Et on a donc ces nouveaux cœurs de métier autour de l'animation du distanciel. Et c'est à la fois la gestion des outils, bien entendu, mais c'est aussi la gestion du lien employeur-employé, du lien social, et également tout ce qui relève de la gestion de la résilience. La résilience, c'est tout ce qui permet finalement à l'entreprise d'être antifragile, hein, pour reprendre le terme de Nassim Taleb, celui qui avait écrit le fameux bouquin sur les signes noirs, hein, en prémonition littéralement de la crise sanitaire et d'autres formes de crises totalement inattendues. Donc, on est là sur des... Voilà, on ne peut pas faire évidemment abstraction de l'impact durable de la crise sanitaire. Et puis, en creux, on voit des nouveaux métiers, enfin, en creux des nouveaux métiers, pardon, on voit la reconnaissance d'un nouveau rapport au travail, d'un nouveau rapport à la hiérarchie, d'un nouveau rapport à l'autorité qui est clairement plus distancé et qui nécessite de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être. Dans les quelques minutes qui me restent, je vous partage les deux derniers enseignements que l'on peut retenir de la consultation, et vous aurez bien sûr tous les chiffres. Le rapport à la synthèse finale est à votre disposition. Mais ce que l'on voit, et c'est de mon point de vue quand même un message intéressant, c'est la confirmation d'un nouveau modèle d'entreprise, qui est un modèle d'entreprise qu'on peut qualifier d'entreprise en société, ou d'entreprise politique d'une certaine manière, c'est-à-dire l'entreprise sera politique ou ne sera pas. Hein. C'est un peu le message qui semble ressortir de
de vos réponses avec des paradigmes très forts qui sont manifestés dans vos réponses autour de la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise. C'est une évidence absolue et ça se traduit dorénavant, encore une fois, dans des activités, dans des métiers, dans des savoir-faire. Le paradigme du temps long, hein, comme étant le nouvel horizon, et le nouveau baromètre de l'aide à la décision. Le paradigme de l'utilité, à quoi sommes-nous utiles, et dans quelle mesure finalement le monde serait différent si nous n'existions pas. Alors ça fait référence, c'est assez intéressant, on l'a vu d'ailleurs dans certains verbatims, au fameux questionnaire de Bruno Latour, le philosophe, hein, sur ceux qui avaient été exposés à ce questionnaire-là à l'issue du premier confinement, qui posait 6 grandes questions finalement sur quelles sont les activités qu'on considère absolument utiles dans notre quotidien et quelles sont celles auxquelles nous serions prêts à renoncer et quelles sont, à contrario, les activités que l'on juge tellement essentielles que l'on ne pourrait pas une seconde imaginer s'en dispenser. Donc, ça transparaît dans beaucoup de vos réponses. Ainsi, pour terminer, que le paradigme du bien-être, et c'est le point suivant, avec une expression grandissante de choix individuels dans le travail qui vont privilégier le bien-être personnel, de nouveaux équilibres à trouver entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le souci du sens de l'action et de la responsabilité des entreprises, je viens d'en parler. Là, ce sont à la fois des tendances, mais il faut comprendre que ce sont des tendances qui se traduisent, là encore, par des métiers futurs, de gestionnaire de ce sens, de coordinateur de la vie professionnelle et de la vie personnelle, etc. Et puis, on a pour terminer, on le sent bien dans les libellés des métiers et des savoir-faire et des savoir-être, une remise en question des grands périmètres et des grandes échelles d'intervention de l'entreprise. On est loin des logiques de référence à l'internationalisation, au grand export, à la globalisation. On est beaucoup plus sur une logique non pas de small is beautiful, mais de close is beautiful, c'est-à-dire la proximité comme étant le nouveau vecteur vraiment de référence des prochaines responsabilités managériales dans l'entreprise. Il s'agit de gérer les relations de proximité, que ce soit dans le contexte des circuits courts, bien entendu, le retour au local, que ce soit les nouvelles habitudes des consommateurs. Je terminerai en disant que tout ceci n'est pas très étonnant. Quand on avait analysé les résultats du grand débat national en 2019, c'était la plus grande consultation jamais réalisée à l'échelle mondiale, d'ailleurs, je pense pouvoir le dire, avec 2 millions de citoyens répondants. On a fait un petit exercice qui ne nous était d'ailleurs pas demandé par le gouvernement, qui était un exercice de faire émerger les valeurs qui s'exprimaient dans le grand débat national. Et les 3 valeurs qui sont ressorties, je fais une toute petite parenthèse, les 3 valeurs qui sont ressorties n'étaient pas liberté, égalité, fraternité, mais étaient les valeurs suivantes: proximité, citoyenneté et solidarité. Et la notion de proximité était la toute première valeur des Français. Et on le voit dans ce que je viens d'évoquer, le nouveau modèle d'entreprise en société, c'est d'abord et avant tout une entreprise territoriale ou territorialisée. Voilà pour ce bref panorama. Je terminerai cette introduction, ou en tout cas cette synthèse des synthèses, en mentionnant quand même les grands absents de la consultation, les points morts, ou en tout cas les angles morts. C'est assez intéressant de voir que certains secteurs majeurs de l'économie n'ont pas été du tout mentionnés dans vos réponses.
et sont étonnamment absents, hein, la grande distribution, le luxe, le pharmaceutique, l'industrie manufacturière. On est bel et bien dans la confirmation au passage de la grande désaffection française pour l'industrie, hein, et pour le monde de la PME. On a très très peu de références au monde de la PME, ça ne va pas faire plaisir à Nicolas Dufour que de la BPI, mais c'est comme ça. Et puis, à l'exception des ressources humaines, hein, je l'ai dit, qui fait partie du tiercé gagnant des vieux de la vieille, hein, des vieilles spécialisations des écoles, eh bien, on a quand même une sorte de marginalisation du cœur de compétences historiques des écoles de commerce. Le marketing, la finance, le contrôle de gestion, la compta, tout ça, ça apparaît certainement dans vos réponses comme étant tellement évident qu'on cesse d'en parler. Mais enfin, c'est quand même des thématiques qui n'ont pas fait l'objet d'une attention particulière et dont on se dit que finalement, ce n'est pas là où l'innovation va se porter aujourd'hui ou demain. Et c'est intéressant de le noter. Voilà. Pour passer la parole à nos témoins et experts, j'ai presque envie de terminer en vous mentionnant quelques termes, quelques vocables, quelques noms de métiers qu'on a trouvés tout à fait intéressants et interpellants. Il y en a plein, il y en a très honnêtement, je crois qu'il y en a près de 1000 dénominations dans le rapport. Donc, je vous fais l'économie des 1000, mais voici quelques terminologies que je trouve intéressantes et qui peuvent venir un tout petit peu titiller le débat. Les métiers qui sont un peu voilà, exprimés demain sont des métiers de designer cognitif, de well-being officer, de réparateur du vivant, de chief harmony officer, de storyteller, d'inventeur des possibles, de philosophe d'entreprise, hein, d'éthicien de la data. Voilà, donc on a des choses qui sont des petites pépites, des petites gourmandises, comme dirait Mathieu Baudin. Et je vous propose de vous en saisir pour la conversation qui va suivre. Parfait. Ben, merci beaucoup, Franck, pour cette synthèse des synthèses. On va donc, sans plus tarder, enclencher cette petite table ronde. Et je vais peut-être commencer par vous poser à tous les trois un peu la même question. Après, vous y répondrez certainement à votre manière, avec le prisme qui vous convient. Mais en fait, même plutôt plus qu'une question, je dirais deux questions. La première, assez curieuse, c'est vous, finalement. Vous savez, les alumni ont eu la possibilité de choisir entre voilà, 2, 3, 4 mutations parmi les plus importantes, les plus prioritaires. Et derrière, ils répondaient à des questions par rapport à ces mutations-là. Est-ce que vous, si vous aviez eu à répondre à ce questionnaire, quelles sont les 2 ou 3 mutations que vous auriez choisies comme les plus critiques ou les plus probables si vous aviez eu à répondre à l'étude? Puis j'enchaîne avec ma deuxième question, parce que vous voudrez peut-être grouper vos réponses plus largement. Est-ce que cette présentation, qui est issue de l'imagination, de l'imaginaire aussi et de l'expérience des alumni de Lyon Business School, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle vous surprend? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent ou pas dans les conclusions que nous a faites Franck? Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que de manière extrêmement classique, on commence par Katie? Je vois qu'elle a levé la main. Donc, Katie, je vous laisse la parole. Oui, alors j'ai écouté attentivement cette présentation et comme autrice de science-fiction, moi j'ai plutôt tendance à faire des pas de côté en permanence en me demandant mais qu'est-ce que j'écoute exactement, de quoi on me parle et voilà, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était une très belle photo, une belle photographie à l'instant T de ce qu'est la culture de cette école et des anciens de cette école. Enfin, je l'ai vraiment lu comme ça et je trouve que c'était intéressant. Alors, n'ayant pas, moi, de décision à prendre à partir des résultats de cette recherche, j'ai un peu cette liberté de regarder un peu autrement, mais je trouve ça intéressant de le lire comme une idée de ce qui est partagé, c'est-à-dire qui répond aux questions, qu'est-ce que ces gens ont en commun, quel imaginaire ils mobilisent, à qui pensent-ils répondre, qu'est-ce qu'ils imaginent pouvoir et devoir répondre. Et tout ça, ça me semble donner un portrait assez riche, vu le nombre de répondants, en tout cas de qu'est-ce que c'est la culture
de cette business school. Qu'est-ce qu'il y a comme imaginaire commun et qu'est-ce qu'il y a comme représentation de ce que c'est aujourd'hui et alors pas tout à fait demain. J'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse avoir une idée du futur. Quand je travaille en atelier d'écriture sur les questions de futur, c'est souvent pour accompagner des questionnements sur la notion de changement. Ça ne dit pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, ça me semble plus mobilisable à la question de changement que de prédire l'avenir. Alors, pour ce qui est des choix que j'aurais fait, je vais un peu tricher encore, c'est-à-dire que je ne me pose pas tellement la question de ce qui est probable et de ce qui est critique. Il y a des gens dont c'est le métier. Je vais regarder ce qui est intéressant, ce qui est porteur, ce qui va me permettre d'imaginer des choses, ce qui va me permettre d'accéder aussi à l'imaginaire des personnes avec qui je travaille quand il s'agit d'ateliers d'écriture. Et les deux valeurs qui me parlent, enfin les deux, beau lapsus, les deux points qui me parlent, donc c'est les valeurs et l'éthique. Donc la mutation au niveau des valeurs et de l'éthique qui me semble très intéressante et qui dit quelque part que les gens ne veulent plus être découpés en morceaux avec une partie qui travaille et qui est rentable d'un côté et de l'autre une vie. Ces personnes sont dans la vie quand on parle d'améliorer la prise en compte des diversités, etc. En fait, ce sont des gens qui sont dans l'entreprise et qui ont envie d'y être bien. Donc, je trouve ça intéressant, cette vision un peu systémique que les gens vont avoir de leur appartenance à une entreprise qui n'est pas indépendante de leur appartenance au monde. Donc, je trouve ce point intéressant pour cette raison-là. Et puis, la mutation de la relation au temps, dont je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'une mutation. En tout cas, ce sont des choses qu'on arrive à exprimer, qu'on s'autorise à exprimer de manière plus détendue. Il n'y a pas de conflit a priori entre le temps consacré au travail et le temps consacré à la vie, toujours pour ces mêmes raisons qu'on est un tout. Et le rapport au temps est un thème qui m'est extrêmement cher dans mon travail à la fois en psychologie et en imagination de science-fiction. Donc, j'aurais choisi ça pour le plaisir. Super, merci pour cette réponse très, très, très complète, très précise. Thomas, vous vouliez… Je vais profiter de la deuxième partie de la réponse de Katie pour rebondir sur le rapport au temps que j'aurais aussi probablement choisi. Alors, ces dernières années, il a beaucoup été question, notamment grâce à des travaux de sociologues, à des travaux de philosophes, de l'accélération du temps. Certains décrivent aussi la période que l'on vit depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme une sorte de grande accélération. Et j'aimerais peut-être proposer un pas de côté vis-à-vis de cette accélération pour parler de synchronisation. Il me semble que ce qui est en train de se jouer et ce qui pourrait profondément impacter les métiers de demain et aussi les organisations de demain, c'est qu'il y a synchronisation des temps de l'activité humaine d'un côté et du vivant de l'autre. On parle d'une entrée dans une nouvelle ère géologique dans laquelle on serait devenu en tant qu'espèce humaine la principale force qui agit sur le climat. Donc, on est à un point assez singulier de l'histoire de notre espèce où l'action individuelle, l'action collective, l'action des entreprises agit directement sur le substrat biophysique dont on dépend. Et donc, je pense que l'époque qui s'ouvre est particulièrement intéressante et sera particulièrement féconde parce que les métiers qui commencent à transpirer de l'étude que l'on vient de découvrir sont effectivement des métiers d'un genre nouveau. On va, je pense, avec nos autres participants de la table ronde, parler pourquoi pas de biomimétisme aussi, si les temporalités de la nature sont désormais proches des temporalités de l'activité humaine, on va chercher peut-être à s'inspirer de plus en plus de ce que fait la nature pour penser des métiers humains. Et puis je termine juste par une petite boutade selon les tranches d'âge des personnes qui participent à la table ronde. Cette idée de synchronisation des temps, ça me fait moi penser à la synchronisation des montres, donc ça me fait forcément penser à Parker Lewis. J'en reste là. Super, merci Thomas. Mathieu? Merci, ouais. Merci pour la brillante synthèse, Franck.
C'est l'art de sublimer 182 pages en touchant l'essentiel. Donc, c'est un art quand même précieux, il faut le souligner. Moi, j'ai noté comme une évidence a posteriori dans tes propos que en fait, c'est acté que les futurs métiers, en tout cas la contribution de l'entreprise à la marche du monde, soit à plus grand que soi. En fait, la question du périmètre est vraiment à la fois posée et centrale, paradoxalement. Donc, c'est acté que simplement poursuivre le but du profit ou en tout cas de l'entreprise en tant qu'objet final, ce n'est plus la question. Et donc, on se demande quel est le périmètre le plus utile, le plus idoine pour agir et surtout avec quelle quelle géométrie, en gros. Moi, je note, donc à l'Institut du Futur Souhaitable, on a 150 experts de plein de domaines différents qui nous disent que la responsabilité, moi, j'ai le New Deal des responsabilités, je trouve ça vraiment, ce mot est vraiment puissant et le pluriel est salutaire, surtout que la responsabilité, aujourd'hui, elle n'est plus seulement moi, les autres et la biosphère, elle est fractale. Et donc, on sent que ces couches de responsabilité qui se surajoutent et qui se complémentent plutôt qu'elles se mettent les unes à côté des autres, comme on a eu tant l'habitude de le faire, ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est un prisme de lecture de la responsabilité. Et puis, l'entreprise en société, je trouve que le mot, il est aussi heureux. Et quel est le périmètre dans lequel l'entreprise pourrait s'épanouir ou pourrait contribuer à la grande marche du monde? Eh bien, là encore, on se cherche. Intuitivement, on revient au local. Close is beautiful, meilleur punchline de ce début de table ronde. Et nous, pour essayer de voir quel est le périmètre le plus idoine pour essayer d'avoir une action sur son monde, on a trouvé avec des géographes de la data que les bassins de vie et les bassins d'eau, donc le truc qui est de l'ordre de l'essentiel, serait peut-être le périmètre le plus idoine pour essayer d'imaginer le vivre ensemble. Donc quand l'entreprise revient au local, c'est pas tant par facilité que pour toucher à l'essentiel, à ce truc qui nous fait justement être ensemble. Et donc je trouve une résonance assez jolie. L'inventeur de possibles, j'ai non seulement hâte qu'il existe, mais j'aimerais bien être stagiaire d'inventeur de possibles. J'imagine justement les potentialités de tout ça. Et puis, j'avais comme, moi, envie de mettre en avant déjà, elles se valent quasi toutes, hein, les résultats entre 3,6 et 2,8. Quand on est à l'école, ça reste une bonne note. Donc, il n'y a pas non plus un déclassement de toutes les préoccupations, et c'est bien normal. La complexité se nourrit justement de tous ces sujets qui sont en plus interdépendants. Quelle autre chose dans la révolution du collectif, c'est pas tant faire ensemble qu'est la révolution que prendre conscience qu'on est interdépendant. Les déclarations d'indépendance, c'était un acte d'émancipation au XVIIIe siècle. Il est fort à parier qu'au XXIe siècle, on signera tous des déclarations d'interdépendance justement pour s'émanciper. Donc, on est aussi dans ce moment-là. Donc, moi, j'aurais mis la relation au temps comme bataille préalable à toute, un peu comme je mets la bataille des imaginaires préalables à toute mutation. J'aime bien rappeler qu'on est toujours aussi ridicule dans une voiture électrique, dans un embouteillage. Ce n'est pas seulement une solution technique si on n'a pas pensé en amont le transport, voire la mobilité où on souhaite aller. Et pour moi, la relation au temps, c'est un peu ça. C'est cette préalable, ce prolégomène justement à l'action, qu'elle soit écologique, qu'elle soit numérique. C'est-à-dire à la fois il y a une dissonance et une injonction paradoxale qui est remarquable en ce moment. Il est urgent de prendre le temps. Et ça, je trouve ça assez beau, ne serait-ce que pour comprendre le temps avec toute la polysémie qui recèle. D'accord. Donc, de la relation au temps. Pas de deuxième choix sur les mutations. Elles sont toutes concomitantes, évidemment. L'écologie, ce n'est pas tant un objectif qu'un substrat sur lequel il faut tout réinventer si on veut encore avoir de l'humain dans l'histoire. Parce que la fin de la planète, c'est peut-être pas le bon mot. Si on remplace humain par planète, je pense qu'il y a des discours politiques qui vont devenir complètement hallucinants. Donc, l'écologie, c'est bien évidemment le substrat. Le numérique est un outil. Les valeurs éthiques, c'est le sens à donner aux choses. C'est bien évidemment un préalable. Quant à la gouvernance, c'est des moyens de vivre ensemble. Et encore une fois, sans réfléchir à la relation au temps, voire à la relation à la richesse, il y a des choses qui doivent procéder en philosophie avant d'autres, voilà. À mon avis, mon humble avis. Parfait. Alors, vous évoquiez, Mathieu, l'entreprise. Alors, si on zoome un tout petit peu sur le sujet de l'entreprise, on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises s'approprient des problématiques qui hier étaient
des problématiques militantes, donc des problématiques souvent donc que les associations, parfois l'État, mais plus souvent les associations s'approprier. Je pense à l'éthique, hein, bien sûr, dont on a parlé, le respect de la planète, la diversité. Alors, est-ce que vous pensez que cette appropriation de ces thématiques-là par les entreprises, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui est durable ou juste lié à un contexte de guerre des talents, c'est-à-dire il faut plaire, il faut séduire ses futurs employés et ses employés, et donc il faut que les employés soient fiers de vous, et donc on devient des éléments moteurs de ces problématiques qui font, entre guillemets, progresser le monde. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je pense que l'entreprise n'est pas militante, elle. Elle se saisit de ces sujets-là. Mathieu, je ne sais pas si vous voulez… J'aimerais juste poser une question avant Oui, de Kitty. passer là-dessus parce que je regardais, c'est un lien, il y a un lien d'ailleurs avec ce que vous êtes en train de dire, mais je regardais la composition de notre panel et je me demandais, il y a un élément que je n'ai pas vu dans le rapport qui est la ventilation par genre des personnes qui ont répondu. C'est une bonne question et là, c'est Franck qui pourra y répondre. Je ne sais pas sûr qu'on ait saisi cette information puisque on a demandé à nos répondants de saisir quelques informations clés de manière à les profiler. Ça n'a pas été saisi, en effet. Voilà. Donc, on ne sait pas. La donnée est perdue parce qu'on n'a pas voulu surcharger en fait le questionnaire avec ces informations-là. Et peut-être à tort, on a considéré que le genre n'était pas structurant. Mais c'est une bonne question. Du coup, par rapport à cette problématique d'appropriation par les entreprises, quelqu'un veut se saisir de la question. Thomas a levé la main. Donc, Alors, la question portait sur les nouvelles relations peut-être entre entreprises d'un côté et organisations militantes de l'autre, ou peut-être que les frontières entre ces deux types d'organisations sont de plus en plus floues. À mon sens, ce qui est en train de se jouer, c'est que le degré de turbulence de l'environnement dans lequel opèrent les entreprises est tel qu'elles ne peuvent que réaliser la nécessité de bâtir des nouvelles coalitions. Il n'y a pas de place pour le sport individuel dans le monde des entreprises d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que l'action d'une entreprise n'est désormais possible que si cette entreprise est capable, avec d'autres acteurs, de créer une sorte d'îlot de stabilité. Je crois, pour paraphraser Prigogine, le prix Nobel de chimie, des îlots de stabilité dans un monde turbulent. Je prends un exemple très concret, le numérique, qui est un sujet qui passionne et fascine tout le monde, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Il n'y a que très peu d'espoir pour faire advenir un numérique qui serait capacitant, un numérique qui serait inclusif, un numérique qui serait démocratique, si un seul acteur militant, par exemple, s'y essayait, ou si une seule entreprise s'y essayait. Il faut bâtir des coalitions entre acteurs qui vont être en capacité, ensemble, d'agir simultanément sur plusieurs points d'acupuncture dans l'environnement, à savoir l'offre, la demande et les usages. La Fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, a très bien travaillé ce sujet depuis plusieurs années, en repérant que pour faire advenir un numérique qui justement répondrait à certaines volontés d'organisation que jadis on appelait militantes, il faut que l'offre, c'est-à-dire les innovateurs, les startups peut-être, adoptent des principes d'éco-conception. Il faut que la demande, pourquoi pas la demande publique, à travers les écritures de marché public, incluent certains prérequis, et il faut que les acteurs des usages, qui étaient jadis des acteurs militants, mais qui sont peut-être aussi aujourd'hui des médiateurs, des formateurs, facilitent, accélèrent l'acculturation des uns et des autres à un numérique qui n'est pas un numérique hégémonique comme celui qu'on continue de subir aujourd'hui. Donc, la nécessité de faire advenir des coalitions transcende les frontières qui traversaient jadis facilement d'un côté le monde dit des entreprises et de l'autre le monde dit de la société civile. Katie, vous voulez réagir à ça? Oui, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés de manière interchangeable, militant et politique. Ça, c'est un peu mélangé. Je préfère le mot politique pour les questions qui ont été évoquées, et je crois qu'il n'y a rien, il n'y a aucune organisation qui ne soit pas politique d'une manière ou d'une autre. Soit on valide l'ordre tel qu'il est, soit on essaie de le changer, mais il y a toujours une
une posture par rapport à la norme en cours, par rapport aux règles établies. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se discute de plus en plus, cette question de la place de l'organisation et de l'entreprise dans le monde, dans la politique, cette idée que les choses sont interconnectées, hein, comme on a tous dit là depuis un petit moment. Et l'idée qu'il puisse y avoir des sanctuaires apolitiques dans un monde avec des tas d'enjeux, ça ne marche plus en fait. Ça ne correspond pas à ce que vivent les personnes dans leur entreprise et ça n'est pas opérant de toute façon. Et ce sont les personnes, quand on parle par exemple de égalité homme-femme, en fait, par exemple, la question de l'égalité homme-femme, elle va être portée parce qu'il y a des hommes et des femmes. Ce n'est pas juste de se dire dans un autre monde à l'extérieur, ça serait bien. En fait, ce sont des questions qui sont portées par des personnes qui ont rencontré des difficultés ou qui aimeraient un monde meilleur. Et effectivement, un monde meilleur n'a pas d'endroits où c'est bien, des endroits où c'est moins bien. Enfin, voilà, c'est une réflexion qui est globale. Et en ça, j'aime bien le terme politique plutôt que la question de militance, qui est une autre façon de prendre des questions qui sont politiques, mais finalement, c'est la manière d'agir qui va changer. Mais c'est une réflexion, comme disait Thomas, qui demande qu'il y ait des alliances entre des mondes qui se sont ignorés pendant assez longtemps quand même. Merci. Mathieu, vous vouliez réagir aussi? Oui, je veux bien rappeler, comme le fait si bien Patrick Vivray, philosophe du buen vivir, que le statut ne fait pas la vertu et qu'il y a des associations de malfaiteurs et des entreprises sociales et solidaires. Et donc, si les entreprises se mettent à penser l'intérêt général, déjà, c'est parce qu'elles ont une intelligence de la survie, pour certaines, d'autres, puisqu'elles requestionnent un peu à quoi sert une entreprise. On voit bien que les bicorps, hein, ça vient d'outre-Atlantique pour reposer un peu la question de la finalité de l'entreprise, et que les associations, pour le coup, viennent dans l'entrepreneuriat social avec gourmandise. Et Ashoka a des milliers et des milliers de bonnes initiatives puissantes qui sont en train de transformer le monde via le moyen, le médium qu'est l'entreprise. Donc finalement, moi, ce que je vois, c'est que plus des alliances, il y a des convergences d'intérêts en termes de survie et des convergences d'actions. Et l'entrepreneuriat qui a été mis en avant depuis un certain temps dans les écoles de commerce, bien évidemment, mais dans la société civile, c'est devenu quasi un synonyme d'aventure. C'est quand même un moyen au service d'une fin. Et je pense que la fin, elle, si elle n'est pas claire, au moins elle est attirante et convergente, puisqu'il y a plein de gens qui l'embrassent. Ashoka, au passage d'ailleurs, préciserons-le, qui est dirigé en France par une alumna de Lyon Business School. Et on en est très fiers, évidemment, parce que, effectivement, comme vous le dites, c'est un très bel exemple. Un très bel exemple. Donc, merci pour cet éclairage. Peut-être juste un petit complément en réaction, si je suis autorisé à intervenir dans le Mais je panel. t'en prie, Franck. Mais juste en rebond par rapport à ce qui se disait bien sûr autour des interdépendances. Le fait est que on l'a vu dans la crise des Gilets jaunes, on l'a vu dans le traitement médiatique des invisibles pendant la crise sanitaire. Les Gilets jaunes, comme les invisibles et comme d'autres catégories de la population, ne sont pas en tant que tels des artefacts politiques, des catégories politiques. Ce sont des individus qui, le lundi matin, vont travailler dans l'entreprise, même si ils ont manifesté le samedi après-midi sur les Champs-Élysées en tant que collectif. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, que l'entreprise devient une entreprise politique et devient une entreprise en société dès lors qu'elle est, par définition, la manifestation d'individus qui sont eux-mêmes à la fois collaborateurs du lundi au vendredi, citoyens du lundi au dimanche et consommateurs du lundi au samedi.
Et ça change évidemment complètement la donne, parce qu'on ne peut plus isoler finalement des catégories. On est bien obligé, et c'est fort heureux d'ailleurs, de considérer que chacun de nous est pluri-identitaire. Et en ce sens, l'entreprise est condamnée d'une certaine manière à devenir un agent politique. Je terminerai en disant que depuis, disons, un certain nombre de revendications dans le monde démocratique, on a vu apparaître pour la première fois la notion même de controverse dans l'univers feutré de l'entreprise. Le terme de controverse était un terme un peu tabou, historiquement, dans le monde de l'entreprise, qui a toujours été un espace parfaitement consensuel, ou en tout cas de consensus forcé. Et bien là, soudainement, on se rend compte que il peut y avoir des polémiques dans la société civile ou dans la vie publique. Eh bien, ces polémiques ou ces controverses vont immanquablement se retrouver dans le monde de l'entreprise, et qu'il va donc falloir de facto modifier, faire évoluer les cultures managériales pour tolérer, accepter, accueillir et même, j'ai envie de dire, faciliter ces nouvelles expressions. Mathieu souhaitait réagir, je pense. Ouais, pour rebondir à la fois sur ce que dit Franck et sur ce que demande DMH dans les questions et les réponses que je viens de découvrir. N'y a-t-il pas de confusion entre nouvelles compétences et nouveaux métiers? Je ne sais pas s'il y a une confusion, mais en tout cas, il y a une vraie question. Moi, je me rappelle des WeShare il y a 10 ans qui, sur scène, donc c'était ces jeunes entrepreneurs qui voulaient changer le monde et qui ont réussi, en partie en tout cas, à faire changer les mentalités dans la bataille générale des imaginaires, qui disaient que du temps de nos grands-parents, ils avaient un métier par vie. Du temps de leurs parents, ils avaient un métier tous les 10 ans. Et eux, les WeShare, ils avaient 10 métiers par jour. Ils changeaient 10 fois de métier par jour. Et donc, évidemment que parler du métier en tant que métier figé à faire ad vitam, ça n'a plus lieu d'être, et que c'est quand même un mélange de savoir, de compétences, de savoir-être, d'attitude, et de ce qu'on va en faire de ces compétences. Et c'est bien ça dont on parle en filigrane. À quoi on va contribuer, que ce soit en termes d'entreprise, en termes de métier, ou en termes de tout un chacun, et dans quel périmètre, qui est le truc qui est en train de s'expérimenter, finalement. Sur la question précise entre compétences et métier et savoir-être et savoir-faire, etc., on a longuement discuté de ces sujets-là avec Franck quand on a conçu un peu cette consultation. Et effectivement, il nous semblait extrêmement important d'aborder tous ces sujets-là, sachant que la finalité, c'était quand même d'imaginer potentiellement, c'est bien les métiers qui sont eux-mêmes composés de savoir, etc., et que potentiellement, ça puisse même alimenter l'enseignement de demain d'une business school comme Lyon Business School, par exemple. Mais effectivement, après, l'organisation de cette consultation, qui est basée sur le récit, basée sur des réponses spontanées, etc., fait que peut-être certains ont eu l'impression qu'il y avait une confusion entre compétences, métiers ou savoir-être et savoir-faire, mais on a bien envisagé les choses, simplement on a laissé un peu de liberté dans la manière de répondre à nos répondants. Et du coup, ça se voit dans les réponses. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Franck, par rapport à ça. Non, mais tu as dit l'essentiel. On a considéré les compétences comme étant le croisement des savoir-faire et des savoir-être. Alors, c'est parce qu'il faut simplifier et parce qu'on est dans une logique consultative et qu'on peut. C'est difficile d'entrer dans la subtilité sémantique de ce que de ce que veut dire un savoir-faire, un savoir-être, un savoir tout court, etc. Donc voilà, on a pris ce parti qui était un peu simplifié, de dire il y a des savoir-faire qui sont un peu de nature technique, des savoir-être qui sont plutôt de nature comportementale, et l'association de ces deux éléments crée la compétence. Le métier en tant que tel, en revanche, faisait l'objet d'une question à part. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans l'analyse des réponses, c'est que les contributeurs, les alumni ont été, je trouve, extrêmement créatifs
sur le libellé des métiers. C'est là où on a une proportion considérable de, finalement, et dans ce que je vais dire, ça n'est pas négatif, hein, une novlangue, en fait, une nouvelle langue inventée, qui est une langue des métiers du management de demain. On a donc une très grande créativité et fertilité sémantique autour des métiers. Alors que bien sûr, et ce n'est pas étonnant, on a un petit peu les mêmes savoir-être fondamentaux qui sont ceux de nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents, hein, l'écoute, l'empathie, le dialogue, etc., qui reviennent en boucle pour exprimer cette vision du futur. Donc c'est assez marrant et assez intéressant de se dire qu'on revient aux essentiels, on revient aux fondamentaux dès lors qu'on s'intéresse au savoir-être. Je profite que tu as le micro, Franck. Il y a une question de détail sur notre étude, et je crois que c'est la même réponse que sur le genre. Quel est le ratio parmi les personnes consultées entre ceux travaillant dans des grands groupes, et par exemple des ETI, et ceux travaillant dans des PME, pardon. Je crois qu'on n'a pas voulu surcharger le questionnaire pour collecter cette information. Tu confirmes? Oui, je confirme avec une boutade. Il faut savoir que mais tous ceux qui ont l'habitude un petit peu d'administrer des questionnaires, et singulièrement des questionnaires ouverts, sont exposés à ça. Plus vous posez de questions de segmentation au départ, plus vous perdez du monde en termes de répondants. Et la courbe de perte est spectaculaire, elle est quasi verticale. Donc, on s'est concentré véritablement sur 3 critères un peu clés qui étaient la tranche d'âge, la géographie et le secteur. Et on n'a pas voulu surcharger parce qu'on savait qu'on perdrait trop de répondants si on zoomait sur d'autres critères sociodémographiques. Merci. Thomas, j'ai envie de vous poser quelques questions par rapport à votre rôle de professeur. Est-ce que les problématiques qu'on évoque là sont déjà des choses que vous avez anticipées, que vous avez anticipées, que vous traitez dans vos cours? Voilà, question un peu ouverte, puisque nous, alumni, connaissons finalement assez mal le rôle essentiel que vous avez, vous, en tant que professeur. Pour certains d'entre nous, c'était il y a longtemps. Et donc, les enseignements ont beaucoup changé, hein, en tout cas pour moi, depuis que je suis diplômé d'école. Je vais pouvoir parler plus particulièrement, bien sûr, du dispositif pédagogique que j'anime, les futurs durables. La réponse est oui, il y a évidemment des résonances avec ce que l'étude qu'on découvre aujourd'hui nous apprend, puisque en substance, l'intention de ce dispositif pédagogique, c'est d'apprendre à nos étudiants de la grande école, mais aussi à nos participants des formations exécutives, à se servir des futurs, à s'en servir non pas comme des espaces qu'il s'agirait de coloniser, mais plutôt comme des outils d'aide au discernement. Très pratiquement, très concrètement, ce que font les étudiants dans un dispositif comme celui-ci, c'est qu'ils apprennent à raconter des histoires au sujet de futurs possibles, à les mettre en scène au moyen de médias divers et variés, vidéo, audio, théâtre d'improvisation, et à plonger des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises dans ces futurs, pour que, à l'intérieur de ces futurs, ces dirigeants et ces dirigeantes se demandent ce qu'ils découvrent, quelles nouvelles opportunités de collaborer, quel nouvel acteur qui, dans le présent, est un acteur jugé marginal, qui, dans l'un des futurs, peut-être deviendrait un acteur structurant, un acteur central. Et finalement, ce que développent les étudiants et les apprenants dans ce type de dispositif, c'est une capacité à percevoir et à faire sens de l'inédit. Je pense que ce qui nous frappe très souvent, peut-être d'autant plus depuis la pandémie de Covid, c'est que l'on est régulièrement, en tout cas je le suis personnellement, désorienté, incapable de me repérer dans un ensemble de signes qui viennent à moi et qui ne me racontent pas une cohérence. Et les futurs, lorsqu'ils sont utilisés comme des paires de lunettes, quelque part, des nouvelles paires de lunettes que l'on peut chausser, deviennent des moyens de faire sens de situations que le passé n'explique pas, ou en tout cas n'explique pas complètement. C'est un petit peu comme si
En l'absence d'une telle compétence, on continue de s'appuyer sur sa mémoire, on se tourne vers le passé, à juste titre bien souvent, pour aller chercher des repères, aller chercher des expériences réussies, aller chercher peut-être des échecs, afin de comprendre le présent. On a une sorte de mémoire que l'on mobilise instantanément. Un cours comme les futurs durables vise à aider les uns et les autres à développer une mémoire collective des futurs, qui va être ensuite utilisée dans les situations d'inédit lorsque l'on ne comprend pas immédiatement ce qui se passe. Or, on peut imaginer que si nous sommes à la tête d'une entreprise, par exemple, ou d'une association ou d'une autre organisation, cette capacité à faire sens de l'inédit, cette capacité à saisir dans l'infinie complexité du réel qui nous entoure ce qui est important, est certainement un moyen de peut-être améliorer ses activités, atteindre ses objectifs et tout simplement se réaliser soi-même. Donc, les futurs, pas juste comme quelque chose que l'on cherche à conquérir, grâce à des objectifs que l'on se fixerait et des étapes que l'on suivrait, mais les futurs comme des paires de lunettes. D'accord. Merci. Katie, on a vu là dans les résultats de l'étude que on commence à anticiper la fin, ça fait un peu de temps déjà, mais la fin de l'organisation pyramidale. Donc elle est déjà en bonne voie, mais elle est plutôt confirmée par l'enquête. Mais on sait aussi que la fin de cette organisation pyramidale, avec l'émergence d'organisations plus matricielles, elle perturbe un certain nombre de personnes qui ont besoin de liens hiérarchiques assez clairs, assez traditionnels. Et du coup, on voit aujourd'hui, ça fait partie des constats que font les DRH, que ça peut provoquer des malaises, voire des dépressions. Est-ce que pour vous, ce malaise de ces nouvelles formes de management moins pyramidales et plus matricielles, ça pourrait être un sujet d'écriture? Alors, le travail en général est déjà un sujet d'écriture qui me passionne, puisque j'ai, entre autres, une formation en sciences du travail, mais pas pour le travail en lui-même. C'est-à-dire que c'est un phénomène dans nos vies qui permet de mobiliser des tas de choses. On va revivre, alors là, ça va être un peu la psychologue qui parle, on va revivre des tensions de sa vie familiale dans le monde du travail, on va se comporter avec les autres d'une certaine manière. Alors moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse et j'ai pas mal écrit sur le travail. Alors étrangement, en science-fiction, il n'y a pas beaucoup de fiction dont le thème central serait l'entreprise. Il y aurait quelques-unes, mais pas tant que ça. C'est plutôt le travail qui va mobiliser que l'entreprise. C'est un petit peu différent. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a poussé avec le réseau Université de la Pluralité à proposer des ateliers d'écriture, pas sur le travail, mais sur l'entreprise. Alors, on avait fait une exploration qui s'appelait Work Plus sur le travail. Et il y a un vrai effort pour délimiter ce qui relève de l'entreprise, donc en tant qu'organisation, qui est assez peu pensée. On va avoir des futurs dans lesquels l'entreprise ressemble exactement à ce qu'on a aujourd'hui, sans se demander si ça continue d'exister, si ça change. Et c'était extrêmement intéressant. Alors, quand on fait ces ateliers dans la série d'entreprises qui vient, la méthodologie donc, dont j'ai construit le squelette et qui est reprise par certains auteurs qui viennent nous aider sur ces ateliers-là, c'est une méthodologie qui permet aux personnes donc d'imaginer avec beaucoup de contraintes, parce qu'on considère que ce n'est pas le fait de dire « écrivez ce que vous voulez » qui va ouvrir la liberté. Quand on fait ça, on se retrouve avec des gens qui vont prendre les premières idées qui viennent, en fait, ce qui est dans l'air du temps, ce qui est dans la norme. Et pour en sortir, nous, on pose des contraintes pour ouvrir de nouvelles possibilités. Et ce que j'ai ajouté à cette méthodologie, qui n'est pas très courant dans les ateliers d'écriture, c'est qu'à la fin du travail, donc typiquement 2 ou 3 séances avec les personnes, les participants d'ateliers, les auteurs qui ont participé, qui ont animé, produisent un texte personnel. Donc, il y a tout un travail de mise ensemble, mise en forme des textes produits par les participants, mais aussi une réappropriation de ces thèmes-là
par nous, avec notre propre imaginaire et nos propres méthodes de travail. Et donc, il y a des textes voilà, sur 3 séries d'ateliers d'entreprise qui vient. La première série, le groupe avait imaginé une entreprise qui croisait des besoins de santé et des besoins de transport. Et en allant plus loin, en poussant vraiment la tendance, on s'était quand même retrouvé avec une maison de retraite en orbite autour de la Terre et des personnes qui travaillaient jusqu'à leur mort. Ils n'étaient pas joyeux, hein. Mais ça permet aussi de regarder ce genre d'invention en y voyant ce qu'il peut y avoir de positif, ce qu'il peut y avoir de négatif, ce que les gens y trouvent et qu'est-ce que ça signifie comme monde autour. Donc ça, c'était vraiment intéressant. C'était une entreprise qui s'appelait Healthcare et pour laquelle j'avais aussi écrit une nouvelle s'inspirant de cette entreprise et se plaçant dans le monde qu'on avait fabriqué avec les participants. La troisième session avait donné naissance à Maximus. Maximus, qui était une espèce d'agence d'intérim qui montait des équipes de personnes augmentées, très complémentaires, pour pouvoir faire face aux défis climatiques. Et c'était intéressant parce que c'était une entreprise qui voulait devenir de plus en plus grosse et qui se saisissait du vocabulaire et qui créait des termes. Donc, le mot Maximus a prêté à beaucoup de création de vocabulaire. On parle de maximisation, mais alors on avait des slogans du plus bel effet pour faire rentrer cette entreprise-là dans le quotidien de la plupart des gens et faire oublier que c'était quelque chose d'inventé et lui donner un côté tout à fait naturel. Et la dernière entreprise qui vient a donné naissance à EcoBraze. EcoBraze, qui a pris naissance en Bretagne, comme son nom l'indique, en réaction à des changements climatiques. Donc, on avait cette expression « chaud comme la braise » qui est restée tout au long de l'atelier. Mais en fait, c'est une entreprise de construction d'habitations adaptées aux écosystèmes et à leurs aléas, et tout un travail sur la prévision de ces aléas et sur la manière dont les personnes travaillent. Et on retrouvait cette idée de travail un peu organique, sans avoir de hiérarchie, mais vraiment quelque chose où il n'y avait plus de frontières nettes entre où je travaille, où j'habite, avec qui. Tout se mélangeait un peu et tout le boulot, quand on anime des ateliers comme ça, c'est d'autoriser les personnes à aller au bout des délires, parce que c'est ça qui est intéressant, les délires. Si c'est juste, allez hop, on va imaginer quelque chose en 5 minutes, on sait déjà à peu près ce qui va ressortir. Quand on pousse avec des méthodes qui permettent, par la contrainte, d'aller chercher des choses et qu'on arrive à remettre ensemble les envies des uns et des autres, les peurs des uns et des autres, les connaissances aussi des uns et des autres, on arrive à des résultats assez étonnants et extrêmement inspirants. Et donc, là aussi, sur les 2 derniers ateliers, j'ai aussi écrit des nouvelles qui ne ressemblent pas beaucoup à ce que je fais seule dans mon coin. C'est autre chose. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est autre chose. Et c'est beaucoup plus riche, par contre. Alors, Mathieu, un peu en réponse ou en écho, je ne sais pas, à ce que disait Thomas sur le regard sur le futur, non pas comme un objet de conquête, mais comme une paire de lunettes. À votre avis, comment est-ce qu'une école comme Lyon Business School peut aider à préparer l'avenir plutôt que d'essayer de le prévoir? C'est la jolie question à poser à tout le monde, pour le coup, à tous les participantes, à tous les participants. Moi, je pense que ce qui serait utile, en tout cas au monde, en tout cas moi, de mon prisme, c'est de nous aider à sortir de la confusion des choses. C'est-à-dire que école de business, soit on re-questionne ce qu'est le business et on change de nom, soit on dit il y a 2 écoles de business différentes. Il y en a une qui est une école de business de crématistique. Donc, c'est ce que disaient les Grecs déjà, c'est-à-dire l'art de faire se multiplier les richesses sans raison.
et auquel cas elle l'assume, et l'autre, j'imagine, plutôt celle de la mouvance de votre école, qui est cette école de commerce qui porte le projet de l'économie, le cosmos, de l'administration de la maison, et en plus que de la maison commune. Donc, en quoi on contribue au monde, en quoi on le rend plus habitable. Je trouve qu'il est temps, voilà, de faire une partition dans les écoles de commerce entre celles qui participent à l'aliénation du monde et celles qui essayent modestement, en toute humilité, à y contribuer à l'habitabilité du monde différent. Et après, de toute façon, moi, pour avoir enseigné dans des écoles aussi d'ingé, on voit bien que si on ne le fait pas, les étudiants et les étudiantes sont en avance sur les enseignements. Donc, elles nous poussent à ça, si tant est qu'elles soient encore dans les écoles, parce qu'elles peuvent aussi partir ailleurs, parce qu'elles ne trouveraient pas ici une voie de salut. Et je pense que dans votre école, comme dans le monde de manière générale, ce qui manque en ce moment, ce qui serait utile de trouver, c'est les horizons. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que les partis politiques ont changé de nom. D'aucuns s'appellent Horizon, d'autres Renaissance, le troisième, l'Avenir en commun. La destination est redevenue à la mode. Alors qu'avant, c'était les obligations de moyens. C'était les démocrates, les républicains. Et finalement, c'était la prolongation du système qui était en jeu, notamment comme cette fin de l'histoire présumée par Fukuyama en 92. C'est ça qu'on est en train de remettre au cœur de vos écoles, au cœur du business en question. En fait, on ne peut plus faire comme avant. Ces 30 glorieuses qui sont une parenthèse historique, si on les contribue, qu'on les continue, qu'on les étend à 9 milliards d'individus, si on ne quintuple pas les ressources pour alimenter ces systèmes gourmands, ça ne marche pas. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour changer, pour entrer en métamorphose? C'est peut-être de dire que, plus que d'une érosion, c'est une grande aventure qu'on est en train de vivre, une aventure comme peu d'humains en conscience ont eu la chance de vivre. Si on dit qu'on est dans une nouvelle renaissance, l'analogie est belle. Eh bien, les renaissantes et les renaissants, ils ne se sentaient pas en renaissance le temps de la Renaissance. C'est les modernes, une fois installés dans l'époque, qui ont dit qu'entre eux et le sombre Moyen-Âge présumé, il y avait une zone de métamorphose. Ils ont appelé a posteriori la Renaissance. Moi, je pense qu'on est dans une nouvelle Renaissance, qu'on est dans une nouvelle Renaissance en conscience et qu'on peut tous et toutes y participer. Vous, dans les écoles de commerce, le monde politique, mais tout un chacun dans son périmètre, celui dont on parle en filigrane qu'il faut bien choisir. Et donc, donner des armes de construction massive à tous vos étudiants pour participer à la grande métamorphose du monde me paraît être un projet, en plus que salutaire, bigrement qui donne envie. Voilà. Je rebondis. Thomas veut réagir, alors je vais le laisser réagir, puis sinon je lui pose une question pour rebondir sur ce propos de Mathieu. Allez-y, Thomas. Je réagirai après Thomas. D'accord. Alors, je commencerai par dire que j'ai beaucoup apprécié tout ce que Mathieu a partagé. Et je surenchérirai un tout petit peu en me racontant l'époque dans laquelle nous sommes, comme ce moment effectivement très singulier, puisque, pour la faire courte, on a chacun entre les oreilles des organes qui nous permettent de réfléchir, qui sont le fruit de dizaines, voire de centaines de milliers d'années d'évolution. On est dans un système économique, d'aucuns diraient une civilisation thermo-industrielle, qui, elle, n'a même pas 2 siècles. Et à l'autre bout du spectre, et sans vouloir être anxiogène ce soir, on a les scientifiques du GIEC qui nous annoncent des fenêtres d'action de l'ordre de quelques années. Ça veut dire que, s'agissant de métamorphose, et le mot de Mathieu est très bien trouvé, je pense, celle-ci est d'une envergure sans précédent, puisque on aurait une fenêtre d'opportunité, une fenêtre d'action, une fenêtre de mise en action collective très infime, à l'aune des temporalités que j'ai rapidement évoquées, ce qui rend certainement l'époque d'autant plus excitante. Franck, du coup, tu voulais réagir? Je te vois sourire. Oui, non, je me reconnais tout à fait dans ce qui vient d'être dit, et par Mathieu et par Thomas. Je pense que ce qu'évoque Mathieu sur finalement les deux grandes intentions possibles d'une business school, qu'il faudrait en effet peut-être rebaptiser, ces deux intentions-là qui s'opposent. En réalité, un travail comme celui qui a été fait avec vous, avec les alumni, devrait permettre justement de planter les premières graines de la prise de conscience de l'évolution d'une première intention vers une deuxième intention. Et je
trouve que c'est à ça que ça doit servir, une consultation de cette nature. Je donne un exemple concret. Il y a eu dans cette consultation, finalement, beaucoup de métiers inventés, qui étaient, d'une certaine manière, des métiers désirés, parce qu'il y a une confusion généralement entre le métier du futur que l'on anticipe et le métier du futur que l'on souhaiterait voir advenir. La frontière avec le désir est toujours un peu floue. Ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. Et donc, d'une certaine manière, quand on labellise, quand on baptise un nouveau métier, eh ben on y met de son désir et de son souhait. Et ce qui est intéressant, c'est que la première conséquence de ça, c'est que c'est performatif. C'est-à-dire que le fait de nommer la chose, le fait de nommer le métier, d'une certaine manière, le fait exister, ou plus exactement, fait exister la responsabilité sous-jacente du métier en question. Il y a eu beaucoup de répondants qui ont, par exemple, exprimé, je le prends au hasard, la notion de résilience, hein, le responsable résilience, le Chief Resilience Officer. Bon. Eh bien, d'une certaine manière, le fait de nommer un Chief Resilience Officer, ça crée le besoin, ça crée la priorité, ça crée la préoccupation. Et c'est en ce sens que c'est performatif. J'ai envie de dire que la job description suivra. Et à la limite, elle est secondaire. C'est juste que le sujet de la résilience et donc de la résistance aux crises est devenu central. Ça, c'est le premier bénéfice performatif de l'exercice que vous venez de faire collectivement au travers de cette consultation. Le deuxième bénéfice, me semble-t-il, c'est le caractère métaphorique de ces métiers du futur tels qu'ils ont été baptisés. Je prends un autre exemple, le Chief Happiness Officer. Le Chief Happiness Officer, peu nous importe d'une certaine manière qu'il ait déjà disparu d'une certaine manière des organigrammes aujourd'hui. Il en reste quelque chose. C'est un peu comme l'astéroïde dont le corps de l'astéroïde en tant que tel a disparu depuis longtemps, mais on continue de voir la traîne, la long tail. Et ben c'est exactement pareil avec le Chief Happiness Officer. C'est moins tendance aujourd'hui de nommer un Chief Happiness Officer. Donc c'est l'astéroïde qui a un petit peu qui s'est un peu évanoui, qui a un peu disparu. Mais la notion de happiness et donc de bien-être et donc de plaisir d'une certaine manière au travail, elle demeure, cette notion-là. Et c'est elle qui correspond au long terme, à la longue traîne. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est d'une certaine manière voilà, l'objet d'attention finalement pour les décideurs de demain. Donc voilà, en ce sens, j'ai le sentiment que entre la dimension performative du métier tel qu'on le labellise et puis la dimension long tail du symbole que ça représente et dont il restera quelque chose en entreprise, j'ai l'impression que dans l'un et l'autre cas, on est utile à cette évolution de l'intention de l'entreprise. Alors juste, et ce sera ma dernière question, pour bien clarifier ce qui vient d'être dit, je voudrais vous citer un des récits qui ont été faits dans la consultation, qui dit « Deux mondes s'affrontent, celui des gains immédiats et celui des solidarités. Le M Lyon est devenu le symbole du second. » C'est un verbatim, hein. Là, j'ai rien inventé. Et ma question, peut-être plutôt à Thomas, c'est est-ce que ce n'est pas une erreur d'interprétation? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, l'école, EM Lyon Business School, va être dans un camp, celui, dans l'occurrence, des solidarités, ou qu'au contraire, elle va faire le pont entre ces deux mondes et justement réconcilier ces deux mondes? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça son rôle, plutôt que d'être dans un des camps? Est-ce que je me trompe? Je pense que l'histoire a prouvé et le présent rappelle que les confrontations sont rarement fécondes et fertiles. Donc, bien évidemment, j'imagine beaucoup plus notre école comme
une actrice qui va produire du lien, et ça me fait penser à cette jolie formule que l'on doit, je crois, à Joël de René, qui invoque le remplacement des rapports de force par des rapports de flux. Effectivement, l'école a vocation certainement, je parle évidemment là en mon nom, à former des futurs intermédiaires capables de parler des langues qui se côtoient finalement au quotidien, qui se côtoient sur un trottoir, qui se côtoient dans un open space, qui se côtoient soir et week-end, et qui aujourd'hui ne savent pas nécessairement se comprendre l'une l'autre. C'est aussi pourquoi dans différents cours à l'école, peut-être parmi ceux-ci celui que j'anime, on convoque volontiers des registres disciplinaires extrêmement différents et complémentaires les uns des autres. L'anthropologie a toute sa place, selon moi, dans une école comme la nôtre. La sociologie a toute sa place, la philosophie a toute sa place, mais peut-être aussi les sciences dures, les sciences du climat. Alors je pense que justement déconstruire la notion de camp est d'une absolue nécessité, et on se rappelle, je pense aussi, que beaucoup des camps actuels sont éminemment le fruit de constructions sociales. Si l'on ne prend que l'exemple des États-nations, les États-nations sont le fruit de constructions sociales. Il y a bien eu un avant traité de Westphalie, il pourrait très bien y avoir un après traité de Westphalie. Eh ben, c'est parfait. Merci, merci beaucoup. Alors, on arrive malheureusement au terme de ce débat, de cette première restitution, qui, je pense, en appellera d'autres parce qu'il y a un contenu très riche et qui va nécessiter d'être travaillé et il pourrait y avoir plusieurs angles de vue. Donc j'espère qu'on aura d'autres manières de restituer cette étude à travers d'autres débats, d'autres documents, d'autres canaux éventuellement. Je voudrais en tout cas aujourd'hui remercier nos intervenants pour ce regard qu'ils ont partagé avec nous. Donc, merci beaucoup, Katie, Thomas, Mathieu et Franck, bien sûr. Voilà, je vous rappelle que notre réseau d'alumni EM Lyon compte près de 40 000 diplômés, que nous animons ce réseau à travers des clubs thématiques, géographiques, et aussi à travers de nombreux événements pour vous aider, vous les alumni, à construire votre réseau, à continuer à apprendre tout au long de votre vie et bien sûr à progresser dans vos carrières. Et donc finalement, quand vous progressez dans vos carrières, ça vous permet d'accroître la force de notre réseau de diplômés. Et c'était bien sûr aussi l'un des enjeux de cette restitution, même si ce n'est pas le seul, mais de nous faire réfléchir ensemble et de nous faire progresser tous ensemble et de nous élever. Donc merci, vous avez été nombreux à participer. Je crois que c'est un record parmi nos webinaires de cette année. Donc merci infiniment donc, à nos intervenants et à nos panélistes, faudrait-il dire, et aux participants. Merci infiniment et puis à très bientôt. Merci à tous.